en accord. Texte, parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine, ni s'opposer par principe à toute évolution institutionnelle. Nous savons que cette Constitution prévoit les modalités de sa révision et j'ai été moi-même porteur d'une initiative de révision de la Constitution. Nous défendons ici, ce que nous défendons ici, ce n'est pas un texte. Nous défendons la Constitution du 18 février parce que elle constitue un pacte social conclu, non pas comme on le dit à tort, à l'issue de la guerre, mais c'est qu'on oublie souvent que cette guerre a pris naissance dans un conflit, une contestation de légitimité rendant ce pays ingouvernable. La guerre n'a pas surgi comme une génération spontanée. La guerre qui a surgi en 1996, qui s'est prolongée en 1998, est une guerre liée au conflit des contestations. Et je sais que mon co-débatteur aujourd'hui est issu d'une famille politique qui a fait fort ce combat dans la transition entre 90 et 97. Ce pays était devenu ingouvernable. Ce pays était introuvable. Et si les gens se sont résolus à recourir aux armes pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est parce que justement, le système politique mis en place était sujet à une contestation vive de légitimité de ses animateurs. Nous défendons la Constitution parce qu'elle protège les citoyens contre l'arbitraire. Pas l'arbitraire seulement de ceux qui ont pris les armes, ceux que nous condamnons, mais l'arbitraire surtout de ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés protéger les lois. Parce que lorsqu'on gouverne un plus grand nombre, il n'y a rien qui puisse protéger que les lois. Ensuite, nous défendons cette Constitution parce que nous voulons défendre le droit des citoyens à se choisir librement leurs dirigeants. Parce que nous savons que lorsque, dans un pays comme le nôtre, avec les niveaux d'éducation, les niveaux de pauvreté qui est dans notre pays, vous instaurez le plébiscite que nous avions déjà connu à l'époque avec Mobutu, eh bien, seul le peuple au nom duquel on revendique la souveraineté qui se retrouve tout d'un coup privé de la souveraineté. Et pour la recouvrer, il faudra recourir à la violence. Et donc la Constitution de 2006, c'est un antidote contre la violence dans l'espace politique. Nous défendons la Constitution parce qu'elle est une espérance, le dernier acquis auquel le peuple peut être attaché, qui, au-delà de nos divergences, peut permettre encore de s'accepter dans nos divergences politiques, considérer que tel est au pouvoir, tel est à l'opposition, tel est dans telle province et que les droits de chacun soient garantis. En définitive, la défense de la Constitution n'est pas la défense d'un document. Elle est la défense de la sécurité. C'est la défense de la liberté. C'est la défense de la dignité et de l'avenir de nos enfants. Alors, je voudrais partager avec vous les raisons pour lesquelles nous défendons cette Constitution et nous sommes contre le changement de la Constitution. La première question que l'on doit se poser, la Constitution de 2006 étant un pacte historique de paix, de stabilité et de légitimité, elle a mis fin à quoi? Elle a mis fin au conflit. Elle a mis fin à l'invasion de notre pays par des pays étrangers. Et elle a mis en place un nouvel ordre politique qui devrait permettre à ce que les Congolais, dans leur diversité, puissent s'exprimer. Contrairement à une opinion répandue, cette Constitution n'est pas née du seul règlement des conflits armés de 1998 à 2002, au point de la présenter comme la Constitution des belligérants, contre laquelle aujourd'hui fusent les insultes malgré que ceux qui exercent le pouvoir sont assis sous la même Constitution. Ce n'est pas une Constitution des gens aux mains sales. C'est une Constitution écrite par les Congolais dans un contexte de prise de responsabilité et de conscience que nous devons nous donner un pacte de stabilité qui mette fin à des conflits récurrents et qui fasse en sorte que
la question de la dévolution du pouvoir ne peut pas nous diviser au point d'inviter l'ennemi extérieur interférer dans nos différents politiques. Dès l'indépendance, et je crois que dans les exposés précédents, on vous l'a montré, la question de la Constitution a été une question fondamentale. On est arrivé à l'indépendance avec une loi fondamentale en disant les Congolais eux-mêmes vont établir la première Constitution. Elle a été élaborée en 1964. Mais déjà en 1964, certains la contestaient. Certains ont considéré que cette Constitution de 1964 ne devait pas les engager. Cela a fini par un coup d'État. Et donc, la Constitution qui a été faite en 2016, la Constitution du 18 février 2006, elle vient clore la période de transition ouverte le 24 avril 1990 et qui s'achève dans la guerre civile dans une sorte de paroxysme pour dire, bon, finalement, nous sommes en conflit, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays ne puisse plus revivre cela? C'est comme ça que quand vous prenez l'exposé des motifs de cette Constitution, on vous dit que conscient que depuis 1960, les crises de légitimité ont été la source de tous les conflits que nous avons connus, il est important maintenant de mettre en place un nouvel ordre politique qui soit tourné autour des principes et des valeurs, dont celui de l'état de droit, éviter les conflits entre les institutions, favoriser le fonctionnement harmonieux des institutions, mais également ériger la question de l'alternance en principe d'exercer ce pouvoir. L'alternance. Pourquoi l'alternance? Nous sommes un pays divers, qui est un pays de plus de 400 groupes ethno-tribaux. Dans ce pays, vous avez des Soudanais, des gens qui sont de souches soudanaises. Vous avez des Bantous, vous avez des Nilotiques, vous avez les Pygmées, vous avez tout le monde. Pour faire coexister tout ce monde, il faut un règne de la loi qui soit basé sur une constitution aussi rigide que possible parce que c'est le seul qui soit le rempart contre l'arbitraire des individus. C'est comme ça que cette constitution a été faite. Car le danger, ce n'est pas la modification d'un texte. Le véritable danger, c'est la remise en cause de la confiance collective dans les règles qui fondent la légitimité d'un pouvoir. Aujourd'hui, si on se sépare de cette constitution, c'est au-delà de changement de texte, la nation qui elle-même est divisée. C'est ainsi que les constituants, en rédigeant ce texte, a prévu à l'article 64 qu'il est un devoir citoyen pour tout Congolais de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Comme quoi, la crainte que l'on a que ressurgisse demain un nouveau pouvoir personnel et arbitraire fonde les citoyens à user de tous les moyens pour pouvoir y mettre fin. Et donc, mettre en cause aujourd'hui la Constitution de 2006, bon, sous le motif globalement fallacieux, parce que tout ceci peut être démonté, mais ce n'est pas l'objet, et nous en parlerons si vous le voulez, revient à remettre en cause la paix et la stabilité intérieure. Parce qu'aucun Congolais n'acceptera désormais qu'un individu, quel que soit le soi-disant bilan que l'on nous présente, mais qui est tout à fait discutable, qu'un individu exerce le pouvoir personnel ad vitam aeternam à la tête du pays. Nous l'avons connu avec Mobutu, on a dit stop. Si bien que les Congolais, quand ils se sont réunis à la conférence nationale souveraine, conscients de cette question, ont dit personne ne peut exercer plus de 2 mandats. Si bien que les Congolais, réunis en 1964 à Lulabour, ont conçu que le mandat du président de la République ne pouvait pas être indéfini. Si bien que la Constitution en elle-même de 2006, quand elle a été élaborée à partir de 2 matrices. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires.
La première matrice, c'est la constitution de Louabourg. Elle est élaborée par les Congolais. Je crois que même M. Tshisekedi Etienne en était le président des commissions, je ne sais pas quoi, avec le professeur Liao. La deuxième matrice, c'était le projet de la conférence nationale souveraine. Quand vous prenez la constitution de 2006, je peux vous le montrer article par article. La plupart de ces articles sont parfois la reprise intégrale, mot pour mot, de la Constitution de 64, de la Constitution, du projet constitutionnel de la Conférence nationale souveraine. D'où nous vient cette logorée comme quoi c'est les mains sales qui ont écrit la Constitution et tout ça. Non, c'est un peuple conscient de son avenir et conscient d'empêcher à ce que cela ne puisse arriver. Deuxième chose, c'est que si la Constitution a été un instrument de paix et de stabilité, en toute raison, peut-on changer la Constitution dans le contexte actuel? Parce que les constituants lui-même, conscients de ce que, pendant la guerre, pendant l'état de siège que le président de la République lui-même a proclamé par ordonnance, on ne peut pas changer la Constitution, a édicté une règle pour dire, pendant ce moment-là, il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle. Et ici, nous sommes dans l'ordre moral. Comment est-ce que moralement, ce qui est interdit à minima en ce qui concerne la révision pendant la période de l'état de siège, une majorité peut-elle dire qu'elle trouve des circonstances liées à des dysfonctionnements pour organiser une voie frauduleuse, parce que je vais arriver à l'article 5 de la Constitution, pour changer la même Constitution. Il y a là une question qui relève de l'ordre même de la responsabilité morale des dirigeants. Parce qu'il s'agit d'une interdiction formelle. Moi-même, j'ai été porteur d'une proposition de révision de 40 articles de la Constitution. Mais ce que beaucoup de gens omettent de vous le dire, c'est quoi? Moi-même, je suis allé retirer cette proposition lorsque le président a déclaré l'état de siège. Parce qu'en bon républicain, en homme de droit, je considérais que la Constitution interdisait que dès lors que l'on était en état de siège, on puisse continuer à discuter du changement de la Constitution. Mais comment peut-on imaginer que dans un pays qui est en guerre déchirée, où des capitales provinciales nous échappent, on puisse continuer à parler de changement de la Constitution? En réalité, qu'est-ce que la Constitution du 18 février empêche? On peut tout dire. Quand vous suivez les raisons pour lesquelles les gens sollicitent le changement de la Constitution. Bon, aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle raison. Elle est écrite par les mains sales. Bon. On vous dit l'article 217. On vous dit l'instabilité des institutions. Mais cette instabilité, elle est créée par le pouvoir, parce que le pouvoir veut contrôler toutes les provinces. Si ceux qui gouvernent laissent les institutions fonctionner, vous n'aurez pas cette instabilité. Parce qu'on dit que cette constitution crée les conditions d'une cohabitation. Mais nous avons pour une fois une majorité, mais très large. Même Joseph Kabila, à son époque, avait toujours des majorités larges pour pouvoir gouverner. La majorité à l'Assemblée n'a jamais été une question qui empêche à ce qu'on puisse gouverner. Alors, viennent un bric-à-brac. On vous parle du mariage, on vous parle du droit de la propriété, on vous parle de tout ceci. Toutes ces matières-là ne se règlent pas dans la Constitution, ces matières-là se règlent dans la loi. Il y a les lois pour régler la question de la propriété, il y a les lois pour régler la question du mariage. D'où vient ça qu'on puisse le dire? Alors, quand on dit la règle du mariage, je suis quand même assez curieux que la règle du mariage aujourd'hui puisse être à base de changement de la Constitution, mais bon, soit. Mais on dit la laïcité, mais la laïcité est consacrée. Mais la laïcité ne veut pas dire qu'on a évacué l'existence de Dieu dans la vie publique. La laïcité veut dire tout simplement que l'État lui-même ne se reconnaît pas une religion d'État. Mais l'État protège les religions, la liberté de conscience. Nous sommes ici avec les catholiques. On peut être avec les protestants, les orthodoxes, les kimbanguistes, les églises dites des réveils. Mais tout ça fait partie de nos libertés.
Moi, ma question, les défis de la nation aujourd'hui, il faudrait qu'on nous explique en quoi est-ce que la Constitution du 18 février empêche la reconquête du territoire national, empêche de restaurer l'autorité de l'État. En quoi est-ce que, parce qu'on nous parle du bilan, en quoi est-ce que la Constitution empêche d'assurer la lutte contre la corruption, l'impunité et les détournements? En quoi est-ce que la Constitution empêche l'amélioration de la gouvernance et l'efficacité de l'action publique? En quoi est-ce que la Constitution empêche la création d'emplois, l'accès des populations aux besoins de base, l'éducation, la santé, l'eau potable et l'électricité et aux infrastructures? Il n'y a pas une question constitutionnelle. Donc, le problème fondamental du Congo n'est pas l'absence de normes. Il est la difficulté persistante de ceux qui gouvernent, qui veulent ne pas respecter les normes qui existent et qui se pensent toujours au-dessus de la norme. C'est comme ça que, aujourd'hui, la théorie en vigueur dans la majorité, c'est celle de la souveraineté. Alors, on dit la souveraineté du peuple, mais vous savez pourquoi ils parlent souvent de la souveraineté? Mais c'est parce qu'on pense qu'en évoquant la souveraineté du peuple, on va utiliser le prétexte de cette souveraineté pour, par le truchement des divers conseils et structures, s'ériger au-dessus du peuple. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, que ce soit par référendum ou par révision, le peuple ne rédige pas la Constitution. Le peuple que je connais, les planteurs de chez moi à Masuika, les planteurs de chez moi à Kazumba, de chez lui, ne rédigent pas la Constitution. C'est un corps de gens ici qui se retrouvent et rédigent la Constitution et la font porter au peuple. Et ce peuple-là, les gens sont tellement sûrs que quand ils ont rédigé leur texte qui leur ira comme un costume sur mesure, il leur permettra d'exercer un pouvoir sans frein et un pouvoir illimité. C'est la seule raison. C'est tellement la seule raison que quand j'ai suivi le président de la République dans sa conférence de presse, il a dit, bon, moi je ne suis pas demandeur d'un troisième mandat, mais si le peuple me le demande, je prendrai. Mais ça nous précisait à quelle occasion ce peuple-là va le lui demander. C'est justement en provoquant les conditions pour aller organiser, non pas un référendum, mais ce qu'on appelle un plébiscite. C'est-à-dire qu'on va dire au peuple, voilà ce que vous allez dire, et ce peuple-là ne connaît pas toutes ces théories de droit constitutionnel, et ce peuple-là, comme un mouton, pourra se prononcer dans une voie, avec tous les problèmes que nous connaissons du système électoral, parce que le référendum est une élection. Quelle élection on organise chez nous? Avec des machines à voter qui sont dans les chambres à coucher? Avec une CENI qui est aux ordres? Qui est naïf? Et je vais vous dire que lorsque cette constitution que l'on dit avoir été élaborée par les mains sales, je vais rappeler le souvenir d'une main sale. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsqu'on discutait de cette constitution à la Chambre, c'est-à-dire à l'Assemblée pendant la transition, le MLC, le RCD, le gouvernement, PPRD, ils étaient pour des mandats illimités. Ils étaient pour qu'un président soit élu de manière illimitée. L'intervention qui a fait basculer les choses, c'est d'un député de l'opposition. Il s'appelle Mbouyi Alafoele. Je ne sais pas si ce député avait les mains sales ou était une main sale, mais qui a dit ceci avec une extraordinaire lucidité avant le temps? Il a dit, nous savons qu'en Afrique, les gens trichent souvent pour les élections. Nous pouvons accepter qu'un président soit élu. Il aura probablement triché. Si le peuple veut lui renouveler la confiance, on le lui redonnera à nouveau. On saura qu'il a triché. Mais pour des raisons évidentes, si vous voulez garantir l'alternance et éviter que la tricherie ne soit érigée en règle, il faudra lui interdire de pouvoir postuler pour un troisième mandat. Le troisième mandat a été voulu par les belligérants. C'est la société civile. C'est l'opposition politique non armée qui a, par la sagacité, la force des arguments, imposé cela.
Donc quand aujourd'hui on dit on a fait quelque chose qui va dans le sens des belligérants, je pense qu'on est en train de raconter des histoires. Et enfin, la souveraineté nationale n'est pas faite pour détruire l'ordre constitutionnel. La souveraineté nationale, elle est faite pour la construire. Alors, je ne veux pas vous égarer dans les doctrinaires, mais l'histoire du constitutionnalisme moderne a été l'histoire justement de limiter la souveraineté. Les seuls juristes auxquels la majorité actuelle s'accroche et qui ont toujours dit qu'à côté de la Constitution survit un peuple tout-puissant, ce sont les juristes de temps ancien, c'est Baudin, c'est Hobbes, et dans l'actualité moderne, ce sont les juristes de Hitler, Carl Schmitt, qui ont considéré cela. Je suis estomaqué d'imaginer que nous soyons le seul pays au monde à revendiquer une théorie du droit qui soit fondée sur le décisionnisme, c'est-à-dire sur la décision politique, ce qui est décidé par la souveraineté. Hitler a commis des abominations au nom de la souveraineté nationale. Hitler était élu. Mais c'est parce que les gens se sont rendus compte que l'exercice illimité de la souveraineté était capable de nous amener à des abominations qu'est né le concept de l'état de droit revendiqué par Patrice Emery Lumumba dans son premier discours d'investiture. Il a dit « Nous allons bâtir un état de droit ». Le premier qui a parlé de l'état de droit au Congo, c'est Patrice Emery Lumumba, dans son discours d'investiture, pas celui de l'indépendance. Mais ça veut dire quoi un état de droit? Un état de droit, c'est un état où tous les corps constitués, y compris le peuple, exercent la Constitution dans le respect de seules dispositions constitutionnelles. Et donc c'est une tricherie que de pouvoir isoler l'article 5 de la Constitution des autres dispositions pour qu'un corps d'experts, soi-disant à l'Assemblée, trouve la possibilité de nous imposer une nouvelle Constitution. Et c'est pour toutes ces raisons, la paix, la stabilité, l'état de droit, que nous nous érigeons contre le changement de constitution dans notre pays, tout en admettant qu'on peut la réviser, mais on ne peut la réviser que quand il n'y a pas état de siège, qu'il n'y a pas état d'urgence. J'ai dit, je vous remercie. Nous vous remercions également pour les 24 minutes qui nous placent à égalité de temps de parole. Je pense que la méthodologie a permis une clarté des positions. Il y a une question à glisser, c'est celle sur la loi référendaire. Vous aurez encore, parce qu'on a le temps, vous aurez encore... Texte, parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine, ni s'opposer par principe à toute évolution institutionnelle. Nous savons que cette Constitution prévoit les modalités de sa révision et j'ai été moi-même porteur d'une initiative de révision de la Constitution. Nous défendons ici, ce que nous défendons ici, ce n'est pas un texte. Nous défendons la Constitution du 18 février parce qu'elle constitue un pacte social conclu, non pas comme on le dit à tort, à l'issue de la guerre, mais c'est qu'on oublie souvent que cette guerre a pris naissance dans un conflit, une contestation de légitimité rendant ce pays ingouvernable. La guerre n'a pas surgi comme une génération spontanée. La guerre qui a surgi en 96, qui s'est prolongée en 98, est une guerre liée au conflit des contestations. Et je sais que mon co-débatteur aujourd'hui est issu d'une famille politique qui a fait fort ce combat dans la transition entre 90 et 97. Ce pays était devenu ingouvernable. Ce pays était introuvable. Et si les gens se sont résolus à recourir aux armes pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est parce que justement, le système politique mis en place était sujet à une contestation vive de légitimité de ses animateurs. Nous défendons la Constitution
parce qu'elle protège les citoyens contre l'arbitraire. Pas l'arbitraire seulement de ceux qui ont pris les armes, ceux que nous condamnons, mais l'arbitraire surtout de ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés protéger les lois. Parce que lorsqu'on gouverne un plus grand nombre, il n'y a rien qui puisse protéger que les lois. Ensuite, nous défendons cette Constitution parce que nous voulons défendre le droit des citoyens à se choisir librement leurs dirigeants. Parce que nous savons que lorsque, dans un pays comme le nôtre, avec les niveaux d'éducation, les niveaux de pauvreté qui est dans notre pays, vous instaurez le plébiscite que nous avions déjà connu à l'époque avec Mobutu, eh bien, seul le peuple au nom duquel on revendique la souveraineté qui se retrouve tout d'un coup privé de la souveraineté. Et pour la recouvrer, il faudra recourir à la violence. Et donc la Constitution de 2006, c'est un antidote contre la violence dans l'espace politique. Nous sommes un pays divers, qui est un pays de plus de 400 groupes ethno-tribaux. Dans ce pays, vous avez des Soudanais, des gens qui sont de souches soudanaises. Vous avez des Bantous, vous avez des Nilotiques, vous avez les Pygmées, vous avez tout le monde. Pour faire coexister tout ce monde, il faut un règne de la loi qui soit basé sur une constitution aussi rigide que possible parce que c'est le seul qui soit le rempart contre l'arbitraire des individus. C'est comme ça que cette constitution a été faite. Car le danger, ce n'est pas la modification d'un texte. Le véritable danger, c'est la remise en cause de la confiance collective dans les règles qui fondent la légitimité d'un pouvoir. Aujourd'hui, si on se sépare de cette constitution, c'est au-delà de changement de texte, la nation qui elle-même est divisée. C'est ainsi que les constituants, en rédigeant ce texte, a prévu à l'article 64 qu'il est un devoir citoyen pour tout Congolais de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Comme quoi, la crainte que l'on a que ressurgisse demain un nouveau pouvoir personnel et arbitraire fonde les citoyens à user de tous les moyens pour pouvoir y mettre fin. Et donc, mettre en cause aujourd'hui la Constitution de 2006, bon, sous les motifs globalement fallacieux, parce que tout ceci peut être démonté, mais ce n'est pas l'objet, et nous en parlerons si vous le voulez, revient à remettre en cause la paix et la stabilité intérieure. Parce qu'aucun Congolais n'acceptera désormais qu'un individu, quel que soit le soi-disant bilan que l'on nous présente, mais qui est tout à fait discutable, qu'un individu exerce le pouvoir personnel ad vitam aeternam à la tête du pays. Nous l'avons connu avec Mobutu, on a dit stop. Si bien que les Congolais, quand ils se sont réunis à la conférence nationale souveraine, conscients de cette question, ont dit personne ne peut exercer plus de 2 mandats. Congo Avenir.